ou Pointe-Noire, beaucoup de délégués n'ont pas signé n'ont pas signé les listes, n'ont pas signé ou certifié les listes. Voilà sur cette base que l'opposition dite institutionnelle que vous dites met un peu en doute la crédibilité de ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'ils ont droit ou pas? Bien, alors, nous avons pris là un raccourci un peu trop facile lorsque nous arrivons déjà à l'appréciation de ce qui a été fait. Non, je le fais comme ça, monsieur le président. J'aimerais vous dire qu'est-ce qui a été fait, comment oui, ça je a été fait. m'excuse. Je répondrai à votre question. Oui, je m'excuse. On ne va pas s'y dérober. Non, je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de dérober ou pas, mais je comprends très bien, vous dites que tout a été fait et on le respecte, mais quand même, il y a l'opposition dite institutionnelle qui est en train de dire que c'est vraiment la fin, mais ils émettent quand même des réserves. Est-ce que vous prenez en compte les réserves quand même? Ils ont émis des réserves sur quoi? Sur la liste qui a été affichée, la liste provisoire, en disant par exemple que souvent leurs délégués qui étaient avec vous, qui étaient dans les localités citées, par exemple Ouesso, Pointe-Noire, Brazzaville, ou dans les quartiers de Brazzaville précisément Makele, Kele, Potopoto ou Talangaï, que beaucoup d'entre eux n'ont pas certifié ou certifié tous les fiches qui vont sortir de là. Bien. Je peux répondre? Oui, monsieur. Alors, dans la méthodologie qui a été mise en place pour assurer la crédibilité et la traçabilité de cette opération, il avait été admis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première chose, le premier critère, c'est la parité. Il faut que tout le monde, tous ceux qui ont accepté la mise en place, la mise en œuvre de cette opération, prennent toute leur part. C'est ainsi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons jusqu'aux agents recenseurs appliqué la parité. Il faut que je vous explique comment cela se passe pour que vous compreniez comment, à la fin, il est intellectuellement difficile de dire ce que vous venez de dire. Lorsqu'une opération est mise en place, lorsque nous avons recruté tous les agents recenseurs, parce que ça c'est, si vous voulez, le dernier maillon de la chaîne de l'opération, c'est les agents recenseurs. Dans une localité, je dirais localité parce qu'après on va entrer dans des thèmes techniques. Prenons, puisque vous avez parlé de Ouenze ou de Ouesso, nous avons à la tête une commission locale dont l'objectif final, c'est de certifier et donner de l'authenticité à ces listes. Dans ces commissions locales, nous avions la même composition paritaire, à savoir le président qui représente l'administration, le vice-président, 5 vice-présidents qui représentaient toutes les tendances, à savoir la majorité, l'opposition, le centre, la société civile. Il en a été ainsi jusqu'aux agents recenseurs. Habituellement, dans un recensement, nous avons un seul agent recenseur, parce que c'est celui qui va dans les parcelles, qui va interroger les citoyens, ainsi de suite, et puis collecter toutes les données. Mais là, nous en avions 5. Et lorsque vous avez fini avec les agents recenseurs, ils sont pris en compte parce que nous appelons, nous, un contrôleur. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont fait ils ont collecté les premières données, ils vont confier leur travail à un premier niveau de contrôle qu'on appelle le contrôleur. Et lorsque ce contrôleur, et je signale que là aussi ils étaient 5, lorsque le contrôleur a fini de regarder le travail, je signale au passage que chaque agent recenseur est tenu de signer le registre. Le contrôleur, ils étaient 5 également, ils sont tenus de contrôler et de signer le registre. Et beaucoup plus haut que les contrôleurs, il y a ce qu'on appelle les contrôleurs techniques, les contrôleurs principaux. Il y a encore un 4e verrou avant que la commission elle-même ne prenne en compte ces registres. Et le 4e verrou, c'est ce qu'on appelle les superviseurs. Et à chaque niveau, la parité était appliquée. À supposer un seul instant qu'il y ait une coalition d'agents recenseurs, quoique étant tous, représentant tous des tendances, qu'il y ait une coalition, parce qu'on peut imaginer aussi que tous y soient corrompus par quelqu'un ou, je sais pas, quelqu'un d'autre. À supposer qu'ils soient tous corrompus dans un bout de quartier, en nous appelant ça les blocs. Mais il y a au-dessus d'eux des contrôleurs. À supposer encore qu'ils soient tous corrompus. Il y a les contrôleurs principaux.
Et si nous poursuivons par l'absurde, on peut monter jusqu'en là-haut pour dire, sur toute la chaîne, il peut y avoir la corruption. À ce moment-là, on est dans une situation très très difficile. Mais là, on est dans le domaine de la probité des uns et des autres. Alors cette opération a été menée comme ça jusqu'au bout. Les résultats viennent simplement d'être publiés. Et je parle devant tous les membres du comité technique qui sont ici, qui sont représentants à divers titres, et qui savent que nous avions ce qu'on appelle le travail interne, les travaux préparatoires, et qui ne devaient pas être mis sur la place publique tant qu'ils n'avaient pas été validés, tant qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'exploitation. Je constate simplement que pendant que nous publions ces listes maintenant, ça fait déjà plus d'un mois, plus de 2 mois que certains hommes politiques, certains partis comme vous dites, détiennent déjà ces chiffres. Nous ne les avions pas de façon officielle. La coordination nationale n'avait pas ces chiffres de façon officielle. Et donc on peut prendre de cette manière-là des données brutes, les mettre sur la place publique, leur donner un contenu qu'on veut donner, et ça donne ce que vous avez. Et ça peut convaincre ceux comme des individus, des citoyens comme vous, en disant, mais voilà, mais puisqu'on a dit ceci, ça nous obligeait à quoi? À sortir du bois, tant que nous n'avons pas encore sorti officiellement les chiffres, à commencer à nous défendre à bout de champ sur des chiffres qui pour nous étaient encore des chiffres provisoires et qui demandaient à être exploités, vérifiés, validés, ce qui est le cas maintenant. On peut nous attaquer maintenant, si vous voulez, si c'est le cas, on peut nous attaquer maintenant sur les chiffres qui viennent d'être publiés. Et là, on aura certainement des explications à faire. Mais ne nous interrogez pas sur les intentions ou sur les commentaires des uns et des autres sur ce qui était encore provisoire. Qu'officiellement maintenant, sur les chiffres qui existent, qu'il y ait des observations fiables, valables, et qui soient mises sur la place publique. Bon, il y a certains leaders politiques qui souhaitaient que la classe politique se retrouve pour valider ces résultats avant de les publier. Est-ce que c'est prévu ça dans les textes? Ce n'était pas prévu dans les textes. Les textes, la démarche qui a été arrêtée, validée par tout le monde, par la coordination et le comité technique, proposée par le comité technique et validée par la coordination, était la suivante. Pour que ces listes, nous avions la chance de commencer ce recensement avec la mise en place des listes ou alors la préparation des élections locales, qui sont des élections sectorielles. Et donc nous avions là une occasion inespérée de pouvoir segmenter notre territoire en autant de circonscriptions qu'il y a. On peut même dire, à la limite, sans abus de langage, que nous avions eu 111 recensements administratifs locaux. Voilà la réalité. Et qu'il n'y avait pas mieux que les locaux, les résidents, pour apprécier le bien fondé ou le contenu de ces listes, puisqu'ils sont censés connaître leurs citoyens, ils sont censés connaître ceux qui habitent dans les localités. Et c'est pour ça que la démarche a consisté à ne nommer, à ne désigner dans les commissions locales que les résidents. Il y a ce que nous avions appelé, on appliquait le principe de la résidence. Ne sont nommés dans les commissions locales que les résidents de cette localité. Et pour qu'on soit sûr que ces listes viennent effectivement, ou sont composées effectivement des gens du cru, il faut qu'elles soient certifiées par ceux qui les ont mises en place. Et donc la certification a été prévue au niveau des commissions locales, mais qui sont des commissions locales paritaires. On a du mal à imaginer que ce soit, puisqu'on parle d'état-major politique, que ce soit les états-majors politiques qui aient dûment désigné des délégués dans ces commissions, qui leur ont fait confiance, qui ont fait tout le travail, et qu'à la dernière minute, ils soient tous récusés sur les bases que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Il n'y avait pas meilleure manière de faire que de procéder ainsi. Nous avions une chance inespérée de commencer ce recensement au niveau local. Et ça évitait d'ailleurs d'avoir des listes nationales qui auraient pu entraîner des confusions. Et là, il n'y a pas de confusion. Chaque localité a mis en place sa liste et chaque localité a certifié sa liste. C'est pour ça qu'il était superflu de faire monter cette certification au niveau national. Ça n'avait aucun sens. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain? Parce que
Il nous est revenu que dans certains domiciles, les agents recenseurs ont été pourchassés par des chiens, etc. Vous avez dû lire ça dans vos rapports. Non seulement nous avons lu, mais nous savons que ça se passe toujours comme ça. Ah bon? Et ça procède d'un principe simple. Tous nos textes sont clairs. Pour être électeur, il faut s'inscrire sur une liste électorale. Mais refuser de s'inscrire sur une liste électorale n'ouvre à aucune sanction. Ça veut dire qu'en définitive, on est libre. Mais cette liberté, nous la tenons de notre philosophie générale sur la conception que nous avons des libertés individuelles. Nos constitutions, les unes après les autres, garantissent la libre expression des citoyens. Autant on dit aux citoyens, vous avez le droit de vous exprimer, mais pour vous exprimer, voilà les conditions. Il faut avoir un âge. Il faut ensuite se faire inscrire sur une liste. Et cette inscription, c'est une démarche volontaire. C'est un engagement citoyen de se dire, j'ai mon mot à dire, mais pour le dire, voilà les modalités qu'il faut respecter. Mais personne n'est tenu de le faire. Parce que dans certains pays, c'est obligatoire. Oui, mais chez nous, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Comme en France, nous tenons notre histoire constitutionnelle de la France, ce n'est pas obligatoire. C'est pour ça qu'il y a en France, comme ici, ce qu'on appelle la différence entre ce qu'on appelle l'électorat potentiel et l'électorat inscrit. Le chiffre que vous avez, c'est l'électorat inscrit du Congo. Alors, 1 800 000. 1 800 000, c'est l'électorat inscrit, c'est-à-dire des gens qui ont fait la démarche d'aller se faire inscrire ou qui ont accepté de se faire inscrire. Parce que l'électorat potentiel du Congo, ce n'est pas 1 800 000. Oui. Vous savez très bien que nous avons une bonne partie des compatriotes qui sont à l'étranger, Voilà. qui sont majeurs et qui ont le droit d'exprimer leur opinion. Mais vous savez que d'élection en élection, cela n'est pas encore possible en tenant compte probablement de la difficulté qu'on a à capter cet électorat qui est hors du territoire national. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais pris en compte cet électorat. Donc on ne peut pas, nous, avoir... Mais il faudrait un jour corriger cette anomalie. Mais là n'est pas la question aujourd'hui, ce n'est pas l'heure du jour. Nous venons vous donner, commenter les chiffres du seul recensement. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir un chiffre exhaustif. On n'aura que les électeurs, le corps électoral, qui a accepté de se faire inscrire. Mais je signale que lorsqu'on fait les comparaisons avec les chiffres passés, on n'est pas loin de ce que nous avons déjà connu. Je peux même dire qu'aujourd'hui, on pourrait être autour de 85 à 90% du corps électoral potentiel. Si on enlève les Congolais de l'étranger, si on enlève ceux qui ont refusé de se faire inscrire, si on enlève aussi, parce qu'il faut savoir que ce recensement a été mis en place pendant les vacances scolaires. Et que nous avions pour principe de ne recenser que les présents. Et donc on a dû laisser au passage quelques élèves qui sont rentrés tardivement des vacances, parce qu'il était hors de question, une fois qu'on avait arrêté les passages, de revenir. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui fatalement des citoyens congolais qui ne sont pas recensés. Alors, et qui peut-être ont voulu le faire, mais qui n'ont peut-être pas été, parce que l'autre aspect qui est important, c'est que nous sommes partis pour faire ce recensement en 4 mois. Et vous avez dû remarquer aussi que nous avons dû finir avec les 94 circonscriptions en dehors de Brazzaville et Pointe-Noire. Parce qu'on s'est rendu compte, à l'épreuve, que Brazzaville et Pointe-Noire ont connu une expansion urbaine énorme, dont nous n'avions pas conscience spécialement. Et puis par ailleurs, il faut reconnaître que c'est la première fois que cette opération est exécutée, est mise en œuvre par des personnels qui découvrent cette opération pour la première fois. Et donc, il faut compter avec la lenteur de l'appropriation de la méthodologie par ceux qui découvraient cette opération pour la première fois. Monsieur le Président, avant d'arriver à l'analyse des chiffres ou à la publication de ces chiffres-là, essayez de nous décrire un peu comment les opérations se sont déroulées, à savoir la collecte des données, les listes provisoires, les réclamations et surtout le recrutement des agents recenseurs. Comment tout ceci s'est passé? Bon, je pense qu'il faut remonter à Dolisie pour comprendre l'objectif essentiel. Oui, plutôt. C'est le point de départ, c'est l'origine de
toute chose. Si vous voulez, le grief principal, c'était qu'en dépit des efforts fournis, les listes actuelles n'inspiraient pas confiance. Et qu'il valait mieux, dans une dynamique d'ensemble, mettre en place, dans une opération concertée, mettre en place de nouvelles listes. C'est ce qui a été fait. Alors, évidemment, la première préoccupation, c'était de savoir quelle était la méthodologie qui permettrait, en fin de parcours, d'avoir des listes moins discutables. On peut dire ça comme ça. Oui. Et donc, on a tous réfléchi, en comité technique validé par la coordination, arrêter la démarche paritaire à tous les échelons. Et donc, la chaîne de collecte des données est une chaîne essentiellement paritaire. Mais le plus important, si vous voulez, dans ce genre d'opération, c'est l'agent recenseur. Parce que c'est lui qui est en contact avec les électeurs. Alors la démarche consistait donc à appliquer la parité en recrutant tous les agents recenseurs sur cette base. À savoir des agents recenseurs de la majorité, des agents recenseurs de l'opposition, des agents recenseurs des partis du centre, des agents recenseurs de la société civile et des agents recenseurs de l'administration. À la suite de quoi, une formation leur a été donnée. Mais en respectant toujours le critère de résidence. Il était important que les agents recenseurs soient recrutés là où ils vivent, où ils demeurent. Parce qu'on suppose qu'ils connaissent mieux le terrain, qu'ils connaissent mieux la géographie du terrain. Et donc, sur la base d'une géographie bien précise, des équipes d'agents recenseurs, une fois formés, sont allés sur le terrain pour collecter. Donc il était exclu qu'un Brazzavillois aille recenser à Dolisie, je crois que c'est ça. Tout à fait. Ne recenser à Dolisie que des jeunes gens recrutés à Dolisie, ainsi de suite. Et eux, ils partaient, ils avaient une portion géographique de leur territoire, et ils procédaient, dans un premier passage, à essayer, par les interviews, à essayer de déterminer les personnes en âge de voter. Ils sont 5, il fallait trouver des formules pour savoir comment ils pouvaient travailler sur le terrain. Donc il y aura un qui va faire l'interview principale, il y aura un deuxième qui va remplir les données, et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est de savoir, c'est que eux, les agents recenseurs, devaient s'engager à signer quotidiennement le travail qu'ils étaient appelés à faire. Et de manière collégiale. Ils sont 5, et donc le registre qui n'était pas censé avoir 5 signatures ne devait pas être reçu par le contrôleur, qui lui avait un premier contrôle à faire. Et lorsque les contrôleurs ont fini leur travail, ce travail validé par eux monte au 3e niveau de contrôle. Le contrôleur principal. Et qu'une fois terminé, le fait censuré par le superviseur, qui lui a une vocation beaucoup plus globale au niveau de la circonscription locale. Et donc on a des chaînes de contrôle qui étaient destinées à détecter tous les abus possibles ou tous les cafouillages possibles, selon le principe de la parité. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en train de vous dire, on ne pouvait pas mieux faire que ce qu'on a fait. Ou alors, à ce moment-là, c'est à désespérer de la nature humaine. C'est ce qui a été fait. Et au niveau, une fois que ce travail est fait par le superviseur, il monte au niveau de la commission locale elle-même, qui est un organe paritaire également, j'en ai donné la structure tout à l'heure, et qui valide ces registres. Oui. Jusqu'à déterminer ce qu'on appelle un corps électoral provisoire sur des listes provisoires qu'ils vont soumettre sous leur contrôle à la saisie informatique. Je dois signaler également que la parité est également appliquée pour éviter tout soupçon lors du recrutement des agents
des opérateurs de saisie informatique. Ah bon? Et oui. Jusqu'à ce niveau? Ah oui, et voilà jusqu'où on est allé. Et là oui, également, parce qu'à la saisie, bien évidemment, les passer critères, c'est des critères de technicité qui comptent, de meilleure connaissance de l'outil informatique qui compte. Mais en dépit de cela, après le test technique, nous avons appliqué la parité pour garantir toujours pour une meilleure recherche de la plus grande légitimité de cette opération. Et cette opération de saisie est faite sous le contrôle de la commission locale qui a validé les listes provisoires. Et lorsque la saisie est terminée, eh bien, les brouillons saisis reviennent à la commission locale qui procède par une espèce de vérification de conformité entre le brouillon de la saisie et la liste manuelle qui avait été validée par la commission locale. Ce n'est que quand il y a conformité totale entre ces deux listes, le brouillon saisi et la liste manuelle, que la commission locale donne l'autorisation de tirer des listes provisoires. Et ces listes provisoires, une fois saisies, sont soumises à affichage dans toute la circonscription, dans toutes les localités. Oui. Et une période de 10 à 15 jours a été donnée aux citoyens d'aller vérifier la conformité des listes. Parce que lorsque l'on fait la première opération, un récépissé est donné à un citoyen. Mais la saisie informatique, c'est une opération humaine. Il se pourrait qu'il y ait des problèmes de transcription de noms, mauvaise transcription, mauvaise affectation de l'électeur, ou simplement omission. Et cette période permet, ce que nous appelons la période de réclamation, c'est cette période qui permet à chaque citoyen qui s'est fait recenser d'aller vérifier si son nom est bien effectivement là, non seulement qu'il est effectivement là, mais qu'il est bien écrit et qu'il a la bonne adresse et qu'il est au bon bureau de vote. Voilà. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il va faire la réclamation auprès de la commission locale qui est tenue d'apporter des modifications, qui est tenue d'en tenir compte. Voilà comment les choses sont faites. Et une fois ces réclamations collectées, elles sont validées par la commission locale et qui les envoie à la saisie pour prise en compte dans la liste saisie. Et cette liste saisie, avant de devenir une liste définitive, fait encore une fois l'objet de vérification par la commission locale pour savoir s'il y a conformité entre cette liste qui se propose d'être définitive et la prise en compte des réclamations. Voilà. Après ce contrôle, la commission locale ordonne la saisie de la liste définitive et la certifie. C'est ce que nous avons appelé la certification. La certification de la liste, elle est de la compétence des commissions locales. Elles en sont propriétaires parce qu'elles répondent de la validité et de la crédibilité de ces listes. Je sais que Elie Smith a une série de questions sur l'analyse des chiffres. Rappelez-nous le nombre de Congolais en âge de voter qui se sont fait inscrire. Le chiffre est de combien? Alors, le corps électoral inscrit, on est bien d'accord, hein, oui, que nous parlerons du corps électoral inscrit. Oui. À la fin de cette opération, est de 1 808 903. C'est bien ça. Voilà. D'accord. D'accord, Monsieur le Président, comme c'est une émission très didactique aussi, mais je vais vous poser une question, parce qu'à vous entendre parler, tout s'est passé très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de contestation dans la procédure que vous aviez faite? C'est la première question. La seconde question est que, quelle était la modèle? Comment les partis politiques et les autres individus ont fait pour recruter ces recenseurs? Quelles sont les procédures prises pour recruter? Alors, les textes de recensement sont assez clairs. Il faut avoir au minimum un niveau de brevet d'études secondaires et savoir lire et écrire pour pouvoir être proposé. D'accord. Point. Ça s'arrête là. Voilà un critère objectif. Pour le reste, il faudra demander à chaque composante comment cela a été fait. Sur le deuxième aspect, je peux confirmer que tout s'est bien passé. Et le comité technique qui a fait son rapport à la fin, à l'issue de toutes ces opérations, dit à peu près ceci: sur les 111 circonscriptions,
les opérations se sont déroulées sans difficulté particulière. En revanche, il faut souligner que dans la localité de Gamboma, dans la localité de Ouesso, le 2e arrondissement de Ouesso, un des vice-présidents n'a pas signé, n'a pas certifié les listes. Je signale que la certification, c'est l'opération qui intervient après tout ce dont je vous ai parlé. À savoir que la commission locale, c'est elle qui valide les registres qui viennent de la base. Et c'est elle qui dresse, sur la base de ces registres, qui dresse la première liste qui va aller à la saisie informatique. Cette liste, elle est signée des membres de la commission locale. C'est la liste de base. Hein. Ensuite, il y a des modifications, il y a des informations complémentaires qui viennent enrichir jusqu'à sa version finale. La version finale, elle intervient après les périodes de réclamation. Et si, ça suppose quoi? Que s'il y a des observations sérieuses de fond qui peuvent justifier qu'on se retire du processus, c'est au niveau de la collecte des données que cette objection peut être soulevée. C'est à ce niveau-là qu'il faut la soulever. Ce n'est pas à la fin qu'il faut le soulever. Et concernant ces deux cas, ce n'est même pas sur le fond, puisque jusqu'à ce jour, ni le comité technique, ni la coordination n'ont reçu d'observation formelle ou de réserve formelle annexée au procès verbal de certification sur le bien fondé de cette attitude de refus de certifier les listes. Il y a des raisons qui tiennent aux uns et aux autres, mais qui ne touchent pas au fond de l'opération, qui renvoient à des attitudes qui peuvent être liées soit à la revendication des primes, mais qui ne remet pas fondamentalement en question. Et je parle là devant tout le comité technique qui est opinion. Bon, venons-en maintenant voilà. à l'accusation dans ce recensement et l'objet. Est-ce qu'on est bien d'accord sur le fait que les observations qui ont été soulevées concernaient d'abord ces deux cas, puisque ça a été évoqué dans la presse, qu'il y a eu des vice-présidents qui n'ont pas signé, qui n'ont pas certifié. Et je vous ai signalé que la certification intervient en bout de chaîne. Et que s'il y a des objections de fond, c'est en amont qu'il aurait fallu le faire si cela avait été effectivement le cas. Et que de toute manière, il est important que pour une opération pareille, que l'on fasse les choses comme on devrait le faire. Nous avons toujours tendance, malheureusement, à préférer directement aller devant l'opinion et ensuite faire une déclaration. Je pense qu'il y avait des structures internes. Il s'est passé beaucoup de choses lors de ce recensement. On était parti pour ne recenser que les Congolais en âge de voter et détenant des pièces d'identité, parce que c'était essentiel, c'était un critère objectif. Mais après, on s'est rendu compte, qu'il y avait énormément de Congolais qui ne détenaient pas de pièces d'identité et qui serait injuste, alors qu'ils font une démarche volontaire d'aller se faire inscrire sur les listes, de les laisser sur le bord de la route. Toutes les équipes qui sont parties sur le terrain sont revenues. Et sur la base de ces rapports, le comité technique avait suggéré à la coordination qu'il avait validée d'organiser un deuxième passage pour prendre en compte sur témoignage tous ceux qui voulaient bien se faire inscrire, mais qui étaient limités par l'absence de pièces d'identité. Et il avait été demandé à toutes les délégations de tenir une liste parallèle, afin que le moment venu, tous ces citoyens de bonne volonté qui sont bien inscrits sur les listes, mais qui n'ont toujours pas de pièce d'identité, puissent bénéficier d'une pièce d'identité avant les élections, parce que, bien qu'ils figurent sur les listes électorales, s'ils n'ont pas les autres pièces, ça sera difficile. Dans l'état actuel de notre législation, il sera difficile qu'ils puissent exercer leur droit de vote. Donc il faudrait que le moment venu, cela soit fait. Voilà ce qui a été fait. Et il y a eu ces deux cas. Et je voudrais quand même souligner que les Congolais ont fait un effort, tous ceux qui ont participé à cette opération, au niveau de la coordination, au niveau du comité technique. Je peux le dire parce que sur un plan humain,
Il y a 9 mois, c'était peut-être des gens qui se regardaient en billets. Aujourd'hui, nous sommes tous soudés comme vous nous le voyez ici. Oui, ça se Parce voit. qu'on a fait du chemin. On a appris à se connaître. On a appris à comprendre la complexité des choses. Il serait difficile de faire comprendre à tous ceux qui sont là, et même à l'opinion nationale, que pour deux individus, deux citoyens, excusez-moi, je demande pardon, que pour deux citoyens, et qui ont laissé passer les phases essentielles de l'opération, et qui viennent en bout de chaîne vouloir remettre en cause tout ce travail qui a été fait. C'est quand même 1 million, presque 2 millions de citoyens qu'on a inscrits sur des listes dans des conditions difficiles. On est passé de la saison sèche, on est passé à la période des pluies. Oui. Et tout ça n'avait pas été prévu. Je souhaiterais qu'on ait un minimum de respect pour tous ceux-là qui ont participé à cette opération. Parce que le plus important, c'est déjà de féliciter ceux qui ont fait ce travail. Parce que nous n'avons plus d'autre liste électorale que celle-ci. Nous partons de zéro. Et il est important que chacun le sache. Il est important que l'on fasse la part des choses entre ce qui peut paraître en définitive comme un caprice ou un petit calcul politicien. Que cette volonté nationale d'aller vers quelque chose de plus consensuel, parce qu'on a tous besoin de ça. Et j'aimerais quand même qu'on insiste là-dessus, sur la volonté de ces citoyens congolais qui ont accepté de se mettre ensemble, qui ont accepté de mettre de côté leurs opinions politiques pour faire valoir l'intérêt national. Et ça, c'est très important. Bon, calcul politique ou pas, M. Yvoundou, voici quand même une accusation qui émane de certains milieux politiques. Il paraît que dans certaines localités, certains départements, les chiffres ont été gonflés et dans d'autres, ils ont été minorés. Que s'est-il passé réellement? Les Congolais doivent comprendre, car il s'agit d'un sujet sensible. Oui, alors, c'est un débat qui est un débat malsain, puisque nous prenons les choses de façon statique. Ce n'est pas le rôle du comité technique d'analyser, de procéder à une analyse sociologique des résultats de ce recensement. Les organes du recensement avaient une vocation unique, j'aurais pu dire, de procéder à une espèce de photographie instantanée de l'opinion. Nous avons tous nos préjugés, nous avons tous notre rapport à notre histoire, nous avons certainement des repères les uns les autres. Mais ce n'est pas notre rôle aujourd'hui de commenter les chiffres des uns et des autres. Est-ce que ce serait une façon de dire qu'il n'est peut-être pas normal qu'ici il y en ait plus, qu'il y en ait moins? Ce serait quoi le critère? Le Congo est probablement a une population dynamique et je pense que sur une trentaine d'années, beaucoup de choses ont dû évoluer. Certes, les uns et les autres ont leurs critères, mais le débat auquel vous m'invitez sort du cadre de la mission qui a été dévolue au comité technique. Nous avons fait un travail, nous avons essayé de faire en sorte que dans une sensibilisation un peu approximative, parce qu'on n'avait peut-être pas imaginé le rapport que chacun pouvait avoir avec la nécessité d'aller se faire inscrire. Et nous avons aujourd'hui un corps électoral qui n'est pas très loin de ce que il paraît que les appels au boycott ont joué un rôle dans les résultats que nous avons aujourd'hui. Je ne peux pas vous le certifier. Je ne peux pas vous le certifier. Ça, c'est un débat que vous, journalistes, pourriez demain essayer de lancer, à savoir pour comprendre quel est le rapport des Congolais à la politique et à tout le reste. Quelle est l'implantation ou l'influence politique ou même sociologique des uns et des autres dans ce pays. Mais ce n'est pas le rôle ni du comité technique, ni des organes du recensement de façon générale, surtout pas de la coordination. Mais du moins, vous confirmez qu'ici, il s'agissait de la liste des Congolais en âge de voter et non du recensement général de la population. Mais poser la question, c'est déjà se fourvoyer. Le recensement général de la population n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Et même aujourd'hui, à supposer par l'absurde qu'on puisse évoquer le recensement général de la population. Mais le recensement général de la population n'a pas pour vocation de ressortir un corps électoral. Il prend en compte des tranches d'âge qui n'ont rien à voir. En plus, ça prend en compte tout le monde. Intellectuellement, c'est un peu léger de faire ce rapport, de rapprocher le recensement général de ce recensement, ce qui est une opération spéciale qui vise un résultat bien précis.
Et lorsqu'on a compris qu'il y a forcément un décalage entre l'électorat potentiel dont on a parlé tout à l'heure et le corps électoral inscrit tel qu'on l'a aujourd'hui, parce que ce corps électoral n'est qu'un corps électoral de base. Ce recensement précède les élections locales. Tout le monde sait très bien les rapports que les citoyens ont avec les élections, on peut dire les élections intermédiaires. Voilà. Attendons dans 1 an, dans 2 ans, pour voir, puisque chaque année, ces listes sont désormais promises à être mises à jour. Mais retrouvons-nous en 2016, par exemple, pour voir ce que ça va donner. Parce que l'histoire a montré qu'il y a les révisions qui précèdent les élections présidentielles appellent plus d'engouement que les autres révisions qui précèdent les élections intermédiaires. Pour la plupart des Congolais, les élections locales n'ont pas la même importance que les élections législatives et les élections présidentielles. Attendons de voir. Et donc on a là un corps électoral de base. L'année prochaine, si tout se passe bien, une révision doit permettre la mise à jour de ces listes. Et ainsi de suite, d'année en année, ce corps électoral va probablement s'améliorer. Et il arrivera aussi qu'un jour, les Congolais de l'étranger qui ont le droit d'exprimer leur opinion, les Congolais de l'étranger soient pris en compte. Et donc nous ne sommes qu'à nos débuts. Et il est important que chacun sache que désormais nous avons des listes électorales consensuelles, à partir desquelles on va probablement mettre en place un fichier qui, lui, aura besoin de s'enrichir et qui va naturellement s'enrichir d'année en année. Et, Monsieur le Président, comme c'est une émission didactique, la question que des téléspectateurs peuvent se poser est que pourquoi se fait-il que c'est le ministère de l'administration territoriale ou de l'Intérieur qui a organisé ces recensements au lieu du ministère du plan et de l'économie du plan? Parce que le ministère de l'économie et du plan s'occupe du recensement général de la population. Et qui est un recensement qui a vocation de prendre en compte pas que les habitants, mais toutes les données statistiques, économiques, sociales et culturelles afin de permettre une meilleure décision des autorités. Ça n'a rien à voir, c'est 2 choses totalement différentes. C'est pour ça que je disais qu'il était intellectuellement malhonnête de rapprocher les 2 opérations. D'accord. Et l'autre question que je voudrais vous poser avant que mon collègue ne prenne la parole est, à vous entendre, donc ce recensement-là n'a pas une visée pour un référendum prochain pour la révision de la Constitution ou pour les élections présidentielles? Ce n'était pas le but, ce n'était pas l'objectif, ni la mission confiée aux organes du recensement administratif. Les recommandations de Delisi sont bien claires. Nous mettons fin aux listes électorales existantes et nous mettons en place de nouvelles listes électorales sur une base consensuelle pour servir à l'avenir. L'avenir commence par les élections locales. Point. J'appuie la question de mon ami Elie Smith. Est-ce que cette liste électorale, 1 800 000, sera valable pour l'élection présidentielle ou alors avant l'élection présidentielle, il y aura un autre recensement? Chaque année, les listes électorales qui sont des listes permanentes, parce qu'on a fait une opération spéciale. On revient à la question de départ. Une opération spéciale qui devait nous permettre d'avoir de nouvelles listes électorales. Mais elles ont une vocation permanente. Mais chaque année, puisqu'il y a des Congolais qui arrivent à la majorité, il faut les prendre en compte. Et c'est pour ça. Et puis ensuite, il n'y a pas que ça. Les électeurs sont appelés, pour diverses raisons, pour des mutations professionnelles, à se déplacer sur toute l'étendue du territoire. L'objectif pour nous, pour ces listes aussi, c'est de traquer le citoyen et d'amener le citoyen à se faire ou à se signaler chaque fois qu'il change de domicile. Voilà, on est là dans un domaine tout à fait particulier et qui renvoie à la conscience civique des uns et des autres. Lorsque, là maintenant, un citoyen a été enregistré sur la liste de Kakamweka et que dans 6 mois ou dans 1 an, mettons l'année prochaine en 2015, il est affecté à Ifondo, mais dès qu'il arrive, le premier réflexe des électeurs, c'est d'aller se faire signaler aux autorités qui gèrent cette liste qu'il n'est plus à Kakamweka, qu'il est à Ifondo, et il sera radié de la liste de Kakamweka, il sera inscrit à Ifondo. Et donc, ce sont des listes dynamiques, elles ne sont pas figées.
elles ne sont pas figées du tout. Elles sont appelées à évoluer avec l'arrivée à la majorité des jeunes gens, avec le mouvement sur le territoire, les mutations des uns et des autres, en fonction de... Voilà comment elles sont enrichies. Elle sera aussi enrichie des Congolais de l'étranger. Vous avez tendance à les oublier. Et c'est un électorat potentiel. Et ils sont nombreux. Très nombreux. Et donc, c'est une liste. Le 1 800 903 n'est pas un chiffre figé. On pourrait même dire qu'au jour où nous sommes en train de faire, il y a peut-être 10-15 Congolais qui ont été la majorité hier. Parce que ces chiffres sont publiés aujourd'hui. Mais nos documents prescrivaient de prendre en compte les électeurs jusqu'à la fin de novembre dans un peu de temps. Mais on a ramené cette date au 31 décembre. Je pense que je peux me tromper, mais c'était comme ça. Ça veut dire que depuis janvier, février, mars, il y a des jeunes gens qui sont arrivés à la majorité, mais qui ne sont pas. Qui ne sont pas dans les 1 800 dans ce 1 800 000. Mais l'année prochaine, lorsque sera mise en place une révision, une opération de révision, mais ils seront inscrits. Et normalement, ils devraient le savoir. Et même qu'on y retrouvera ceux qui ne se sont pas fait recenser maintenant. Ah non, on ne les retrouvera pas parce qu'ils ne sont pas sur ces listes de base. Ah non. Ah, pour cela, c'est oui, fini, non. Il n'y a pas une corbeille cachée quelque part qui aurait encore, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, il n'y a rien d'autre que ce 1 800 903 électeurs inscrits. Les listes électorales du Congo aujourd'hui, les 111 listes, ne comportent que ceci. Donc, ils ont vocation demain à... Donc le Congolais qui avait obéi à un mot d'ordre de boycott, qui ne s'est pas fait recenser là, dans cette opération, si demain il change d'avis, se dit, bon, je vais maintenant m'exprimer, il n'y a plus de chance pour lui. Non, jusqu'à la prochaine révision, non. Je voulais poser la question concernant l'esprit de Dolizy que vous en parlez. Si je ne me trompe pas, il y avait la biométrie. Oui. Où en est-on? Nulle part, parce que la biométrie, c'était une des recommandations, mais tout le monde s'est accordé, et je pense que ces derniers temps, vous suivez l'actualité, les états-majors politiques qui font partie de cette dynamique de Dolizy sont en train de se consulter, de se concerter, et il ressort un peu de la vue de tout le monde que la biométrie, c'est une opération complexe, et qu'elle... faut peut-être expliquer pour les téléspectateurs la biométrie, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la biométrie, essentiellement, schématiquement, c'est-à-dire que, habituellement, lorsque l'on prend... Nous avons fait le recensement, nous collectons les données d'identification de l'individu, à savoir l'affiliation, l'adresse, ainsi de suite. Mais ce que la biométrie amène, c'est qu'en dehors de ces données d'identification, il y a des données biométriques, c'est-à-dire qu'on va prendre des empreintes, parce que les empreintes, il n'y en a qu'un exemplaire par individu, sont l'un des critères de discrimination infaillible, jusqu'à nouvel ordre. Et que donc on estime que l'une des façons de réduire la fraude, de réduire les inscriptions multiples, c'est de prélever les données biométriques de chacun, en sachant qu'un individu, génétiquement, n'a qu'un seul individu. Et qu'il ne peut pas y avoir, sur ce plan génétique, deux individus similaires. Voilà pourquoi. Alors, les empreintes, plus les empreintes. Pour l'instant, ça s'arrête aux empreintes. Après, on verra bien. Oui, la photo, bien évidemment, mais la photo, on pouvait faire la photo et ne pas faire la biométrie. Mais c'est deux choses qui vont ensemble. Mais la mise en œuvre de ce projet appelle à des délais tellement longs que tout le monde s'est accordé aujourd'hui à dire que là, c'est une recommandation à moyen terme, et qu'elle pourrait être envisagée qu'après les locales, pour ne pas allonger indéfinitivement la date de tenue des élections locales. Et donc la biométrie, c'est une étape, parce que Dolizy n'a pas demandé que le recensement administratif spécial. Oui. Dolizy a demandé la biométrie, l'introduction de la biométrie dans le fichier électoral, le bulletin unique. Et puis... la restructuration de la CONEL. Et puis la restructuration de la CONEL. Alors, est-ce qu'on en est avec ces deux... Je n'en sais rien, parce que pour l'instant, notre mission s'arrête là. Ah oui, d'accord. Et les discussions se poursuivent au niveau des composantes qui ont participé et qui ont la mission de gérer les recommandations de Dolizy.
Et les composantes, vous les connaissez, c'est l'administration, la majorité, l'opposition, les partis du centre, la société civile. C'est la deuxième étape, c'est la prochaine étape. Et donc le calendrier nous échappe totalement. Mais Monsieur le Président, je veux revenir sur le problème de la liste électorale. Là. Les listes de Windsor n'ont pas été signées ni certifiées par certains agents recenseurs. Et c'est uniquement à la demande du maire de cette localité qu'on a pu prendre ça en compte. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y avait les agents recenseurs qui n'ont pas été payés, c'est pourquoi ils n'ont pas pu certifier, signer ces listes-là? Mais vous êtes quand même au courant qu'il y a les agents qui n'avaient pas été payés? De tous les rapports qui nous sont parvenus, nous n'avions pas état de cette situation propre à Windsor. Ce que l'on peut dire en revanche... Vous n'êtes pas au courant que ces agents recenseurs de Windsor, beaucoup n'ont pas signé ni certifié, les agents n'ont pas... Vous n'êtes pas au courant de ça? Les agents n'avaient pas certifié quoi que ce soit. Les agents avaient à faire un travail de prélèvement, de collecter sur le terrain. Ce travail, au niveau de Windsor, a dû s'achever il y a quelques mois maintenant. Pour ce qui concerne les agents recenseurs, je vous ai dit que les agents recenseurs intervenaient à ce niveau-là. Mais vous n'êtes pas aussi au courant que le maire a fait une recommandation pour qu'on les prenne en compte dans le système d'informatisation informatique? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je vais simplifier. Oui. Si ça n'est pas le cas, si les agents recenseurs, vous n'êtes pas au courant de ces agents qui n'ont pas signé, mais vous n'êtes pas aussi au courant que c'est à la demande du maire de cette localité qu'on a pris en compte ces, comment on appelle, ces fiches dans vos départements, dans votre niveau. Le maire n'avait pas de pouvoir propre. Mais vous n'êtes pas au courant de quelque chose comme ça? Non, ce que je peux vous dire, oui. Le maire, quel qu'il soit, Windsor ou ailleurs, n'était qu'un membre de la commission locale. Et le travail au niveau de la commission locale était un travail consensuel, à défaut majoritaire. Le maire n'avait pas de pouvoir propre en tant que maire pour faire quoi que ce soit qui aille dans un sens ou dans un autre dans cette opération. Et les agents recenseurs qu'on n'avait pas payés, ça s'est passé comment? Est-ce que quand on ne paye pas quelqu'un, il peut aussi... Il est possible que tous les éléments n'aient pas été payés, mais ça tout le monde sait très bien que c'est une opération qui était censée couvrir une période de 4 mois et qui s'est étalée sur 9 mois. Et que chemin faisant, il y ait des primes qui n'aient pas été encore payées. Et ça, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir. Ce serait encore plus grave que de penser que pour une opération aussi importante, parce que tous ceux qui sont là, ils ont une échelle de valeur sur la mission qu'ils ont à accomplir. Et au haut de cette échelle, c'est probablement pas les émoluments. Parce qu'ils savent qu'ils sont attendus sur autre chose. Voilà. Bon, demain, ils se regarderont dans le miroir parce qu'ils auront mis en place les listes. Ils ont remis en selle, de façon consensuelle, le système électoral. Voilà. Bon, monsieur, vous nous dites un peu, maintenant que nous avons les résultats définitifs de ce recensement administratif spécial, quelle est la suite du processus jusqu'à la date des élections? D'abord, les élections locales, c'est pour quand? Bien. Alors, quel est le processus? Puisqu'on vient de sortir, on vient de finir avec les listes. Voilà. Parmi les recommandations de Doluzy, il y avait une recommandation relative au renforcement des pouvoirs de la CONEL. Je vous ai dit tout à l'heure que il y a toutes les composantes de Doluzy qui gèrent toutes ces recommandations, qui doivent donner une orientation à cette question. Est-ce que cela peut être perçu comme un préalable pour aller aux élections? Ce n'est pas la mission du comité technique. Nous n'étions qu'un organe pour mettre en œuvre une des recommandations. Le bloc des recommandations est géré par toutes les composantes qui ont participé à Doluzy. C'est en leur sein qu'il faut avoir les réponses qu'il faut. Ce n'est pas notre rôle. Je suis désolé, mais ce n'est pas notre rôle. Voilà. Et nous avons fait ce que nous avions à faire. Maintenant, les listes sont disponibles. Et la suite, c'est à cette composition
de pouvoir faire avancer tout ce qu'il y a à faire avancer. Mais si jusque-là, il n'arrive pas à s'accorder sur ces sujets sensibles et brûlants, et qu'on arrive en 2016 et rien n'est fait? Mais nous n'allons pas spéculer sur ce qui n'est pas encore arrivé. Laissons-leur le temps. On vient juste de finir avec le recensement. Peut-être sont-ils déjà en train de voir comment mettre en œuvre la suite. Alors ne leur faisons pas un procès avant l'heure. Laissons les choses aller en leur temps. Je pense qu'ils sont tous conscients. On est tous conscients aujourd'hui que cela va faire plus d'1 an qu'on n'a plus de... Oui. De conseils locaux, ainsi de suite. Et donc tout le monde est conscient. Et parmi eux, il y a aussi ceux qui ont leur mandat mis entre parenthèses aujourd'hui comme conseiller départemental. Ils ont envie d'en sortir. Et je pense que tout le monde a envie d'aller le plus vite possible. Donc il faut leur laisser le temps. Et les élections, c'est pour quand? Lesquelles élections? Locales. Ben justement, on est là sur la question. S'il n'y avait que les élections locales, si on était dans un... J'aurais pu dire dans un régime normal, mais ce n'est pas le cas. Dolisie a ouvert une brèche et nous sommes dans une espèce de situation exceptionnelle où il faut que les uns et les autres s'accordent sur comment aller le plus vite possible aux élections. Voilà. Monsieur le Président, une petite précision. Je voudrais qu'on revienne là-dessus parce qu'il s'agit d'un sujet assez, je l'ai dit, sensible. 1 800 903, c'est le nombre de Congolais en âge de voter. Qui s'est fait inscrire. Voilà, qui sont fait inscrire. Voilà. Ce n'est pas la population générale du Congo. Non, ce n'est même pas le corps électoral global du Congo. Du Congo, voilà. Donnez-moi un département quelconque, le chiffre d'un département, n'importe lequel. Ben, je peux vous donner Brazzaville. Bon, alors, Brazzaville donne combien de Congolais qui sont fait inscrire? Brazzaville, on est à 583 230. Voilà. Mais ce n'est pas la population générale de Brazzaville. Non, pas du tout. Voilà. Ce n'est pas non plus le corps électoral de Brazzaville. Voilà. C'est ceux qui se sont fait inscrire. Je signale que jusqu'ici, même sur les listes qui étaient les listes d'avant, on n'est pas très très loin. On est dans un ordre de grandeur de 50 à 100 000 électeurs de plus. Si j'insiste dessus, c'est pour répondre aux plaintes du genre, bon, pourquoi ici c'est plus élevé que là? Il faut qu'on insiste là-dessus, Monsieur le Président, c'est ça. Oui, mais ça, c'est pas notre rôle, ça. C'est pas notre rôle de savoir pourquoi il y a eu beaucoup de gens qui sont allés se faire inscrire ici. Parce qu'il ne s'agit pas de la population nette, ni de tel ou tel département, Monsieur Smith. Je pense qu'il faut que ça soit clair pour vous, qui éclairez l'opinion. Nous ne sommes pas dans une dynamique de recensement général de la population, où on aurait pu se dire la population congolaise en 2007 était d'à peu près 2 millions, et qu'il y a une variation à peu près constante de 300 000 électeurs par an, de telle sorte qu'en 2007, donc 7 ans plus tard, en prenant 200 000 fois 7, on est à peu près à 1,4 million, et que donc, il faut qu'on arrive à ce chiffre. Voilà le procès qu'on nous a fait. Voilà, parce qu'il y a des statistiques qui... Nous n'avons aujourd'hui, même pour le recensement général de la population, aucun échantillon permanent, ni des habitants, parce que c'est toujours approximatif. Et surtout pas, surtout aucun échantillon aujourd'hui électoral qui puisse nous permettre d'une élection à une autre de faire des projections. Ça n'existe pas. Voilà l'une des faiblesses de notre système. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que c'est un travail. C'est pour ça qu'il faut du respect à mes collègues qui sont là, à la coordination, parce qu'on a mis en place de façon consensuelle maintenant. Maintenant, c'est une œuvre humaine. Faut-il que pour le recensement de la population, le recensement actuel a utilisé, je pense qu'ils nous avaient donné les chiffres, on est à peu près autour de 20 000, peut-être même plus. Agent. Oui, personnel. Personnes ressources. 20 000 personnes ressources. Pour 2 refus de signature, M. Smith, vous allez vouloir remettre tout ça en cause. Vous allez mépriser ces 18 000 citoyens qui ont pris sur leur temps 9 mois maintenant pour mettre en place ce travail. Pour 2 citoyens. Et pour les raisons que je vous ai évoquées. Peut-on remettre ça en cause? C'est même pas démocratique. Parce que la démocratie, c'est un peu aussi le règne de la majorité. La majorité sur les 20 000, si je donne un chiffre global, de ceux qui ont fait cette opération, moins 2 000, ça donne combien?
Moins 2. Moins 2, ça donne 19 998. Et ceux-là, ils n'auront rien fait. Chacun peut juger, mais il est important que l'on sache que là, on a fait une œuvre considérable. Bon, merci Monsieur le Président Comité technique du recensement administratif spécial. Je rappelle que nous venons de recevoir donc toute l'équipe qui a conduit ce recensement administratif spécial qui est prélude aux élections locales. Le recensement est terminé. Maintenant, nous allons passer aux opérations électorales à proprement parler jusqu'à la fixation, l'annonce de la date des élections locales. Et l'ouverture des candidatures. Et l'ouverture des candidatures. Voilà. Monsieur le Président, merci et merci à tous d'avoir suivi cette émission spéciale.